Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons réviser ensemble la prééclampsie. Nous allons voir les informations importantes à retenir pour la préparation de l'EDN de médecine. Commençons par quelques définitions. Il faut connaître l'hypertension artérielle chronique, qui est une hypertension qui préexiste à la grossesse. L'hypertension artérielle gravidique, c'est une hypertension qui survient généralement après 20 semaines d'aménorrhée, qui disparaît après 6 semaines du postpartum, avec des valeurs de pression artérielle systolique supérieures à 140 et de diastolique supérieure à 90. Une prééclampsie, ça correspond à deux choses: l'association d'une hypertension artérielle gravidique comme on vient de la définir, avec une protéinurie supérieure à 0,3 g par 24 heures, donc 300 mg par 24 heures. L'éclampsie, ça se définit comme des crises convulsives, c'est une définition simplement clinique, et généralement, cette éclampsie est due à des hémorragies cérébrales qui sont secondaires à l'hypertension artérielle. Au niveau de la prévalence, dans les pays développés, la prééclampsie concerne 1% des grossesses. Et dans les pays en voie de développement, cela peut aller jusqu'à 10% des grossesses. La morbimortalité est très importante et elle pourrait être évitable. Il y a 10% de formes sévères de prééclampsie avec de possibles défaillances, comme on va le voir plus tard, et cela peut aller jusqu'au décès. De nombreux facteurs de risque ont été mis en évidence, notamment les grossesses chez les femmes âgées de plus de 30 ans, obèses, diabétiques, que ce soit de type 1 ou de type 2, qui ont déjà une hypertension artérielle chronique avant leur grossesse, qui ont déjà des maladies rénales chroniques, qui ont déjà des problèmes d'hypercoagulation, donc de thrombophilie, et notamment de syndrome des antiphospholipides, des grossesses multiples en cours, des antécédents personnels ou familiaux de prééclampsie, et il a été également montré qu'une faible durée d'exposition au même sperme d'un partenaire pouvait engendrer plus de prééclampsie en raison de problèmes immunologiques. En revanche, il a également été montré qu'un facteur protecteur de prééclampsie pourrait être le tabagisme, mais il paraît inconcevable de promouvoir le tabagisme chez la femme enceinte. La prééclampsie peut être à l'origine de complications maternelles, notamment l'éclampsie, comme on l'a vu, donc des crises convulsives, mais également un accident vasculaire cérébral hémorragique, avec toutes les hémorragies intracérébrales, un PRES syndrome, qui est un syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible, un HELP syndrome, qui associe une hémolyse, une élévation des protéines hépatiques, avec cytolyse, et une thrombopénie, une insuffisance rénale, une insuffisance cardiaque avec la survenue d'un œdème aigu du poumon, une hypertension artérielle maligne, des troubles de la coagulation allant jusqu'à la CIVD, la coagulation intravasculaire disséminée, la survenue d'un hématome rétroplacentaire et la survenue d'un hématome sous-capsulaire du foie. Et le fœtus peut également être atteint des complications de la prééclampsie. Il peut subir un retard de croissance intra-utérin, il peut être prématuré, il peut y avoir une asphyxie in utero jusqu'à une mort fœtale in utero ou un décès post-natal. Donc l'examen clinique, dès que l'on examine une femme enceinte, doit rechercher des céphalées, des acouphènes, des phosphènes, des myodésopsies, cela signifie voir des mouches, tous les troubles de conscience, et on doit aussi rechercher des contractions utérines. Il faut mesurer les paramètres vitaux classiques, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la saturation en oxygène, la fièvre. Et l'examen physique doit être rigoureux pour rechercher les réflexes ostéotendineux, à la recherche de signes d'irritation pyramidale montrant des réflexes vifs, polycinétiques et diffusés, et donc qui sont pathologiques.
La mesure de la hauteur utérine doit être faite chez toute femme enceinte. Et on doit également évaluer la vitalité fœtale en recherchant des mouvements actifs fœtaux et les bruits du cœur fœtaux. Lorsqu'une pré-éclampsie est objectivée, il faut faire systématiquement certains examens complémentaires, notamment une prise de sang avec une NFS, un ionogramme sanguin et l'évaluation de la fonction rénale, un bilan hépatique, rechercher des troubles de l'hémostase et un bilan d'hémolyse. Il faut également penser à vérifier que la femme enceinte a bien un groupage sanguin valide avec ces deux déterminations et qu'il y a une recherche d'agglutinine irrégulière, donc les rails qui sont à jour. La protéinurie est indispensable pour la prééclampsie. Il faut évaluer le rythme cardiaque fœtal avec un cardiotocographe. Et l'échographie obstétricale va servir à évaluer la vitalité fœtale, toutes les biométries fœtales, la quantité de liquide amniotique, etc. D'autres examens complémentaires sont possibles en fonction de la clinique et des complications. Cela peut aller du fond d'œil en cas de troubles visuels, une échographie hépatique en cas de douleur abdominale à la recherche d'un hématome hépatique, ou une IRM cérébrale en cas d'anomalie de l'examen neurologique. La prise en charge d'une prééclampsie nécessite une hospitalisation systématique qui peut se faire soit en service spécialisé, soit en soins intensifs, soit en réanimation, et cela dépend de la sévérité et nécessite une prise en charge multidisciplinaire entre urgentiste, gynécologue obstétricien, anesthésiste réanimateur, etc. Il faut obtenir un contrôle tensionnel strict avec une pression artérielle systolique comprise entre 140 et 160 et une diastolique entre 85 et 110 mm de mercure. En utilisant en première intention des antihypertenseurs comme la nicardipine ou le labetalol, et en cas de résistance, donc en deuxième intention, utiliser plutôt la clonidine. La surveillance doit être rapprochée, pluriquotidienne, à la fois clinique et paraclinique, avec les prises de sang répétées, et on doit surveiller à la fois la mère et à la fois le fœtus. En cas de signes neurologiques précurseurs d'une prééclampsie ou en cas de prééclampsie, il faut utiliser le sulfate de magnésium. Enfin, il faut savoir que le seul traitement curatif d'une prééclampsie, c'est l'accouchement, et plus précisément la délivrance, puisque cette pathologie est due à un défaut du placenta. Et donc, le traitement curatif peut se faire soit par voie basse, soit par césarienne. Enfin, il faut se rappeler qu'entre 24 et 34 semaines d'aménorrhée, il est nécessaire d'utiliser une corticothérapie à visée de maturation pulmonaire fœtale par bêta-méthasone 12 mg avec 2 injections à 12 heures d'intervalle. Et en cas de prématurité inférieure à 32 semaines d'aménorrhée, il faut également injecter du sulfate de magnésium pour prévenir les séquelles neurologiques du prématuré. Pour les grossesses suivantes, il faut une surveillance plus rapprochée et on peut utiliser de l'acide acétylsalicylique à faible posologie, donc de 75 à 160 mg par jour, dès le premier trimestre de grossesse. En conclusion, la prééclampsie, ça se définit cliniquement par une hypertension artérielle gravidique qui est associée à une protéinurie des 24 heures de 0,3 g. L'éclampsie, c'est une crise convulsive. La prééclampsie est une complication fréquente pouvant être grave, entraînant des complications parfois sévères, pouvant aller jusqu'à la mortalité de la mère ou du fœtus. L'hospitalisation est systématique pour effectuer des surveillances rapprochées à la fois cliniques et biologiques. La prise en charge doit se faire de manière pluridisciplinaire entre les obstétriciens et les anesthésistes réanimateurs. L'objectif de cette prise en charge est un contrôle tensionnel strict pour éviter surtout les hémorragies cérébrales. En cas de signes neurologiques précurseurs ou d'éclampsie avérée, il faut administrer du sulfate de magnésium. Et il faut se rappeler que le seul traitement curatif est la délivrance placentaire. Donc l'accouchement, que ce soit par voie basse ou par césarienne. Bon courage dans vos révisions!